Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, voilà, nous, voilà où nous en sommes. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est précisément ce qui se passe, nous disait Ortega y Gasset. Ne pas savoir ce qui se passe, eh bien, tel est notre sort commun. Nous nous connaissons si mal. Et nous sommes également, notre psyché est également tenaillée entre à la fois le désir et la conscience qui reconstitue le tout par le biais de l'imagination, entre autres choses, se raconte des histoires. Après, on se raconte des histoires. On explique toujours les succès ainsi avec des bonnes raisons. Je dis toujours à mon ami Michel Bélisle, qui dit toujours, lui, de son côté, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais je lui dis toujours, Michel, personne ne sait ce qu'il fait au juste. Je donne toujours cet exemple-là aussi que l'échec est la règle. Et même si l'échec est la règle, l'échec est toujours imprévisible. C'est la rentrée littéraire en France et au Québec. Combien de romans vont-ils sortir? Des centaines et des centaines. Et très, 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 très peu d'entre eux vont connaître le succès. Tous les autres vont connaître l'oubli et un tout petit nombre d'entre eux vont être redécouverts par la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la postérité. Mais tout le monde pense qu'il va connaître le succès. Tout le monde espère le succès. Et quand le succès est advenu, quand le succès est advenu, oui, eh bien là, on a des explications a posteriori pour expliquer, ah oui, mais c'est normal. Non, c'est normal que telle chose a connu du succès parce que l'auteur a su développer telle affaire ou encore la campagne de marketing qui a été à l'œuvre a été très astucieuse. Pensez-vous que les navets que l'industrie hollywoodienne est en train de concocter ont été conçus pour être couverts d'un succès? Non. Les focus groups se sont mis en branle, les marchands d'images se sont mis en branle. Tout le monde travaille dans un seul but, connaître le succès. Mais personne ne va le connaître. Alors, ça va finir à la poubelle, tout ça. Mais tout le monde pense qu'il y a une possibilité réelle de succès. Je vais donner un exemple, moi, que j'aime beaucoup citer, de à quel point on ne sait pas ce qu'on fait. C'est Google qui est en ce moment le grand modèle d'affaires tant loué. Eh bien, Google, au début de sa création, a été mis en vente précisément par ses créateurs. Savez-vous au coût de combien? 1 million de dollars. Et finalement, il y avait un acheteur en lice et il s'est désisté devant le coût faramineux de cette acquisition-là. Alors, vous pensez maintenant que les propriétaires de Google, quand ils se réveillent la nuit et qu'ils pensent à ça, ils se disent « Wow, on a-tu été assez intelligent? On a mis notre machine à argent en vente pour 1 million de dollars. » Et l'autre type qui finalement s'est désisté, lui, il se dit merde, peut-être pour 200 000 dollars, j'ai manqué l'occasion du siècle. Ben vous voyez, ce deal-là finalement n'a pas eu lieu, mais ni les propriétaires de Google, ni l'éventuel acheteur ne savaient ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'Obama et Poutine savent ce qu'ils font en ce moment? Non, absolument pas. Les deux se sont engagés dans un bras de fer symbolique où la part d'émotion est énorme. Les deux ont peur. Les deux ont le désir également de vaincre l'adversaire. Les deux ont le désir de sauver leur propre image face à eux-mêmes et face à leur adversaire. Les deux ne savent pas comment l'un va réagir. Et les deux dorment très mal parce qu'ils sont entrés dans une escalade émotionnelle où la raison n'a pas sa place. Ce qui est le cas bien souvent de la majorité d'entre nous. On obéit soit à la peur
soit au désir, et après, ben, on se raconte des histoires pour pouvoir se justifier face aux autres et face à soi-même. Et c'est quand les choses se sont produites, c'est après que les choses se soient produites, et bien que là, nous fabriquons une histoire. Tenez, par exemple, moi. Moi, pensez-vous, là, hein, honnêtement, moi, mon rêve dans la vie, c'était d'être Albert Camus. Enfant, je voulais être Albert Camus. Je me voyais en train d'avoir la cigarette au bec, habillé dans un trench coat, fonder une revue, écrire des articles où je pontifierais. Je savais bien que je pouvais pas être Sartre, Sartre venant d'un milieu aisé, et moi d'un milieu pauvre. Et puis en plus, je voulais être beau. Hein, n'est-ce pas, dans ma famille, la vanité est un trait caractéristique. Alors, je voulais être Camus, puis finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu? Je vends des livres d'Albert Camus d'occasion. Est-ce que j'avais prévu ça? Est-ce que j'avais planifié ça? Est-ce que j'avais désiré ça? Est-ce que j'avais souhaité ça? Est-ce que c'était un rêve d'enfance que de vendre des livres d'occasion d'Albert Camus? Assurément pas. J'ai fait ce que j'ai pu selon les situations, selon les circonstances, selon les armes que j'avais en ma possession, selon le timing, selon la situation générale. Alors, je conclue ici. Alors, rassurez-vous, je ne fume pas. Ça, c'était pour l'effet Camus. Hein? L'effet Camus, l'intellectuel qui fume. Est-ce qu'on voit la fumée? Je ne sais pas. La dernière pas. Yeah, c'est vraiment, là, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous amuser, hein? Manque plus que je m'injecte en public sur YouTube. Sans doute, ça passerait mieux que si je me foutais à poil. Alors voilà, les, les règles d'engagement de la désobéissance civique, les micro-insurrections qui sont possibles pour nous. Et mon ami, justement, Michel Bélis, qui est devenu maintenant un poète, qui a été un patronisé poète par ces deux autres poètes, que sont Yvon Jean et Yvon d'Anjou, me racontait qu'il était dans un supermarché et qu'il a trimballé son chariot vide et qu'il est arrivé à la caisse en disant j'ai pas d'argent pour acheter. C'est pour ça que mon chariot est vide. La caissière l'a regardé assez étonné. Eh bien, c'est un peu ce que nous propose Victor Lévy-Beaulieu. Des micro-insurrections. Attendez ce qu'il nous dit. Combien Combien de temps croyez-vous le pouvoir bourgeois pourrait-il tenir? Nous savons tous que les contraventions et les amendes de toutes sortes n'ont rien à voir avec la sécurité routière ou le mieux-être collectif, mais qu'elles sont une invention du pouvoir bourgeois pour renflouer un trésor public qu'il dilapide à l'aveugle. Que se passerait-il si les citoyens refusaient de les payer? Les règlements fascistes qui rendent toute manifestation dans la rue, pour ainsi dire, impossible, à moins de réunir des milliers de manifestants, peuvent être déjoués de façon pacifique. Il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination. On ne peut pas occuper en petit nombre l'espace public extérieur. Occupons l'espace public intérieur. Comment? En combattant la bureaucratie bourgeoise par la bureaucratie citoyenne. Envahissons les bureaux gouvernementaux et jouons le même jeu que les fonctionnaires. Exigeons qu'ils nous expliquent le bien fondé de tout règlement administratif, de toute réclamation, de toute facture. Il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que la fonction publique soit elle aussi paralysée. Faisons la même chose avec nos institutions hospitalières. Portons-nous malades et occupons les salles d'urgence, les cliniques.
tous les lieux dits de santé. Inventons-nous des mots imaginaires. Exigeons des examens tout aussi inutiles que ceux dont abusent les médecins parce qu'ils sont payés à l'acte. Les institutions financières s'enrichissent tandis que nous nous appauvrissons. Envahissons les caisses des jardins et les banques. Faisons des demandes d'emprunt, d'assurance, de prêts hypothécaires bidons, mais sans jamais signer quoi que ce soit. Magasinons ces pseudo-demandes. Exigeons des justifications pour tous les frais administratifs qu'on nous impose. Alors, regardez aussi ce qu'il nous dit. On va finir là-dessus. Partout sur le territoire montréalais, envahissons les grandes chaînes d'alimentation, les commerces, les boutiques et les entreprises qui nous servent qu'en anglais. Faisons semblant d'y magasiner, remplissons les chariots et les paniers de toutes sortes de produits, puis passons à la caisse, laissons la caissière ou le caissier préparer la facture, puis une fois que celle-ci nous sera remise, déchirons-la et partons en laissant tout derrière, nous, tout ce que nous avons fait semblant de vouloir acheter. Organisons dans les arrondissements et les quartiers anglophones des promenades touristiques. Prenons en photo les châteaux de la bourgeoisie et publions-les dans les médias sociaux avec les noms de leurs propriétaires et leurs profils socio-économiques. Faisons des pique-niques dans les parcs de ces arrondissements et de ces quartiers. Faisons-y du bruit. Amusons-nous jusqu'aux petites heures du matin s'il le faut. Ouais, exactement ce que nous avions envie de faire. C'est de filmer avec portable, partir de l'est de la ville, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, prendre l'autobus, prendre tous les autobus et aller filmer de l'est jusqu'à Westmount, prendre la 176 à Guy Concordia et monter, aller filmer tous les châteaux de Westmount pour qu'on puissions voir que dans la même ville, il existe un apartheid social. Des pauvres qui meurent 30 ans plus vite, plus tôt que les riches. Un homme dans Hochelaga-Maisonneuve, l'espérance de vie d'un homme dans Hochelaga-Maisonneuve est d'environ 65 ans et celle d'une bourgeoise dans Westmount est d'environ 88 ans. 32 ans de différence. C'est effrayant. Et on fait peser un bien lourd fardeau sur le dos des pauvres. Les pauvres, hein? Salauds de pauvres, disait l'autre. Eh bien, cet autre ami qui se demandait, mais où vont-ils les pauvres quand un quartier est gentrifié, comme justement celui d'Hochelaga-Maisonneuve? Eh bien, c'est simple. Les pauvres, ils meurent. Ils s'en vont 6 pieds sous terre. Un pauvre de 60 ans qui a passé sa vie dans le même quartier et qui est délocalisé, eh bien, il lui reste assez peu d'années à vivre. Et il déménage 6 pieds sous terre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est vraiment dégueulasse, la cigarette. Je suis content d'avoir arrêté, mais voilà. Alors, je vous remonte le livre à l'écran. Désobéissez, Victor Lévy-Beaulieu. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me rendre visite à ma librairie. Oui, vous pouvez même faire de la désobéissance civile à l'intérieur de ma librairie. Vous allez voir, vous allez trouver un maître en la matière. Vous pouvez également me téléphoner, 514-736-0999. Vous pouvez me faire perdre mon temps, ma librairie, j'ai l'habitude. Et vous pouvez également devenir un ami Facebook, ou un ami lisant, ou un ami litant. C'est selon vos orientations. Et vous pouvez également me faire perdre mon temps sur cette autre plateforme. Vous allez voir, je suis un champion en ce domaine. Merci et bonne journée à tous. Peace and love. Yes. Nous sommes